On a tous en tête ces images de terrains de sport magnifiques, d'un vert parfait, presque irréel. Mais derrière cette façade impeccable, il y a souvent une réalité un peu moins verte, disons, une réalité chimique. Alors quelles sont exactement ces nouvelles règles qui viennent un peu secouer tout ça en France? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La question qu'on peut se poser, c'est cette perfection, elle a quel coût? Pas seulement en euros, mais quel est le coût pour l'environnement, pour la santé? Et surtout, aujourd'hui, qu'est-ce que la loi impose pour obtenir ces pelouses qu'on voit dans les grandes compétitions? Parce que, il faut bien comprendre, cette nouvelle règle pour les terrains de sport, elle ne sort pas de nulle part. Non, en fait, c'est juste la dernière pièce d'un grand puzzle, d'une stratégie que la France met en place depuis déjà un bon moment pour réduire la place des produits chimiques dans notre environnement. Si on regarde en arrière, on voit que tout ça est très progressif. Ça a vraiment démarré en 2014 avec la loi Labbé qui a posé les premières grosses restrictions. Ensuite, en 2018, la loi Egalim est venue mettre un autre tour de vis. Et voilà qu'aujourd'hui, en 2025, on étend tout ça au monde du sport. La trajectoire est limpide, on va vers de moins en moins de pesticides. Alors, justement, ce fameux 1er janvier 2025, qu'est-ce qui a changé concrètement? Qu'est-ce que ça implique pour le club de foot du coin, pour le golf d'à côté ou pour les grands hippodromes? Eh bien la règle elle est simple et elle est plutôt directe. Depuis le 1er janvier 2025, en principe, c'est terminé. Plus de pesticides de synthèse sur les terrains de sport. C'est quand même un virage assez radical dans la politique environnementale du pays. Et attention, quand on dit terrain de sport, la loi voit très très large. Il ne s'agit pas seulement du carré vert où l'on joue. Ça concerne les terrains de foot, de rugby, bien sûr, mais aussi les parcours de golf dans leur intégralité, les pistes des hippodromes, les cours de tennis en gazon, et même tout ce qui est autour, les allées, les zones d'entraînement, etc. Du stade pro au petit club amateur, tout le monde est logé à la même enseigne. Cela dit, il y a un « mais ». La loi a prévu une sorte de soupape de sécurité, une exception qui se veut très limitée et surtout temporaire. C'est une mesure pensée pour le sport de très très haut niveau, parce que oui, parfois, the show must go on. Le texte officiel est d'ailleurs très clair là-dessus. La dérogation n'est possible que pour des usages, et je cite, « pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles ». Chaque mot ici est pesé. Aucune solution alternative, ça place la barre très haut. Et ça ne concerne que les compétitions officielles. Ce n'est donc vraiment pas une porte ouverte à tout. Et pour être encore plus précis, la loi a carrément listé les quelques cas où une dérogation est possible. Il y en a 6, pas en plus. Ça va du désherbage classique à la lutte contre des maladies au nom un peu barbares comme le dollar spot ou les fusarioses. On voit bien que c'est un cadre ultra technique et très très restrictif. Et le point absolument crucial à comprendre, c'est que cette liste d'exceptions, ce n'est pas du tout une solution sur le long terme. Non, c'est un sursis. C'est un peu de temps qui est donné au sport professionnel pour qu'il s'adapte et qu'il trouve d'autres manières de faire. Et ce sursis, il a une date de péremption très claire, écrite noir sur blanc dans le décret. 18 mois, voilà. 18 mois et pas un jour de plus pour que le sport de haut niveau apprenne à se passer de ses produits. Le compte à rebours est donc bel et bien lancé et il va assez vite. Tout ça, ça illustre bien la stratégie du gouvernement, qui joue en fait sur deux tableaux. D'un côté, on limite de plus en plus l'utilisation des pesticides sur le sol français, et de l'autre, avec la loi Egalim, on s'attaque à la racine du problème. On interdit aussi de produire chez nous, et donc d'exporter, des pesticides qui sont déjà bannis en Europe. C'est une approche globale, plutôt cohérente. Bon, et maintenant la suite. Comment est-ce qu'on s'assure que cette transition se fasse bien? Parce qu'il ne s'agit pas juste de fixer une date limite. Il y a tout un plan d'action qui est demandé pour atteindre cet objectif de zéro phyto. En fait, le gouvernement a fixé des étapes très précises. D'ici fin juillet 2025, les fédérations sportives doivent avoir un plan, une feuille de route pour sortir de ces exceptions. À la même date, on aura la liste officielle et définitive des terrains qui peuvent encore bénéficier de la dérogation. Et pour couronner le tout, un comité de suivi va être mis en place pour vérifier que tout le monde joue bien le jeu. Bref, c'est très encadré pour s'assurer que l'exception ne devienne pas la règle. Et tout cela nous ramène finalement à la question de fond. On se trouve face à un dilemme. D'un côté, la nécessité de maintenir des conditions de jeu irréprochables pour le sport de haut niveau, et de l'autre, des objectifs écologiques de plus en plus forts. Est-ce qu'un compromis est vraiment possible entre ces deux mondes? Ou est-ce qu'à un moment, il faudra choisir son camp? La question reste ouverte.